Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour le Club international de 28 minutes des journalistes et un dessinateur des regards venus d'ailleurs pour nous éclairer sur l'actualité de la semaine. Et on se penchera notamment sur les relations entre notre pays et l'Algérie qui s'embrasent à nouveau après un durcissement de ton d'Emmanuel Macron, soutenu par son Premier ministre. La fermeté du président de la République et du gouvernement, c'est pas du tout pour ne pas faire face aux obligations que la République française a, c'est pour exiger que l'Algérie respecte ses obligations. Alors comment sortir de cette impasse? Est-ce même encore possible quand d'autres pays européens comme l'Italie en profitent sans état d'âme, vous verrez. Et puis, notre invité de la semaine ce soir va vous donner des envies de pain de mie ou de panini. Jean-Noël Escoffier consacre un livre gargantuesque et érudit au sandwich. Chivito d'Uruguay, Cucci d'Abelli indien, 1 heure de préparation tout de même, ou vrai pambagna niçois, vous aurez l'embarras du choix. Et en fin d'émission, Alix Van P nous donnera de quoi méditer ce week-end. Bonsoir à vous Alix. Bonsoir Benjamin. Alors sur quoi allons-nous cogiter s'il vous plaît? Vous vous souvenez certainement du chanteur Christophe qui avait crié pour qu'Aline revienne. Ce soir je vais vous parler d'un groupe d'Américains qui crie, mais comme ça pour se défouler. Ok, on criera tous ensemble, mais c'est parti d'abord pour le Club international de 28 minutes. Et bonsoir à mes deux complices Marion. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Reza Ponewachi. Bonsoir Benjamin. Ravi de vous avoir à mes côtés. Et bonsoir à nos 3 clubistes de ce samedi. Anna Kowalska, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondante pour la télévision publique polonaise TVP. À vos côtés, Richard Verly. Bonsoir Richard, Oui. Correspondant à Paris du quotidien suisse Blick.fr. Votre livre, Le bal des illusions, coécrit avec François d'Alençon, est paru aux éditions Grasset. Et Aïché Goulsert, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes journaliste turco-américaine et professeur à l'école de journalisme de Sciences Po. Et au pupitre, Patrick Chapat. Salut Patrick. Salut. Dessinateur de presse, président de la fondation Freedom Cartoonist. On retrouve vos dessins notamment dans la Tribune Dimanche, Le Canard enchaîné et le Boston Globe. Vous êtes vraiment partout sur la planète. Bravo Patrick. Et première actualité Marion, ce samedi, le nouveau président polonais a pris ses fonctions mercredi et l'Union européenne retient son souffle. Oui, parce que le nouveau dirigeant est un véritable eurosceptique. Le conservateur nationaliste Karol Nawrocki, élu de justesse en juin dernier, vient de prendre ses fonctions pour 5 ans. Premier discours officiel offensif mercredi dernier devant le Parlement pour son investiture. Będę więc głosem tych, którzy chcą Polski suwerennej. Polski, która jest w Unii Europejskiej, ale Polski, która nie jest Unią Europejską, tylko jest Polską i pozostanie Polską. Ale nigdy nie zgodzę się na to, aby Unia Europejska zabierała Polsce kompetencje. Il y a donc aujourd'hui à la tête de la Pologne ce monsieur Karol Nawrocki, président conservateur et eurosceptique, et un Premier ministre libéral et europhile qui s'appelle Donald Tusk. Anna Kowalska, vous qui travaillez pour la télévision polonaise, est-ce que ce sont en fait 2 visions de votre pays qui s'affrontent? Absolument, ça s'est déjà vu pendant la campagne présidentielle où il y avait vraiment 2 visions de la Pologne, aussi 2 mondes prônées par Karol Nawrocki et son contre-candidat Rafał Trzaskowski qui vient donc du parti libéral de Donald Tusk. Et je pense que cet exposé qu'on vient de voir, c'était exposé probablement le plus conflictuel de l'histoire de la Pologne. On voyait véritablement un conflit vis-à-vis l'Union européenne, mais aussi vis-à-vis les valeurs prônées par le gouvernement, par Donald Tusk. Par exemple sur l'IVG notamment? Par exemple sur l'IVG, par exemple sur justement l'appartenance à l'Union européenne. Ce qui est intéressant de voir aussi qu'il parlait beaucoup de système de justice que Donald Tusk essaye de réformer car il a été politisé pendant ancien règne de droit et justice. Donc c'est sûr que ça va être très compliqué pour Donald Tusk pendant 2 ans de pouvoir gouverner, mener la politique qu'il veut la gouverner. 2027 et Richard Verly, on le disait, 2 visions de l'Europe vraiment opposées. Oui, moi ce que j'ai trouvé très choquant, alors j'ai pas entendu l'intégralité du discours, c'est qu'à aucun moment, il est quand même maintenant président de la République polonaise, à aucun moment il ne reconnaît que c'est l'Union européenne qui a transformé la Pologne. C'est l'appartenance à l'Union européenne qui a fait de la Pologne ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc aller attaquer l'Union européenne, ne pas avoir même un mot pour reconnaître ça, pour reconnaître ce que l'Union a apporté à ce pays, je trouve que c'est vraiment très dommage pour l'image internationale de la Pologne, parce qu'on peut dire les deux. On peut dire qu'on est pour une Pologne souveraine, mais qu'on reconnaît qu'elle a profité de
l'Union. Vous imaginez tous les électeurs français, les anciens pays de l'Union européenne qui ont accueilli les nouveaux pays membres et qui voient qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas un mot de remerciement. Personnellement, je suis choqué. Aïcha Goulsert, on voit finalement une espèce de front anti-européen, pro-américain émerger à la tête des pays européens. Je pense à Viktor Orban en Hongrie, Robert Fico qui est président de Slovaquie et donc le nouveau président polonais. Je vais répondre à ça de suite, mais moi je me rappelle, je suis un tout petit peu en désaccord avec Richard Verly, parce que moi c'était en 2004 qu'il y a eu l'adhésion de la Pologne dans l'Union européenne avec 9 autres pays, et moi j'étais en Pologne juste avant, et c'est vrai que l'Union européenne a apporté beaucoup de choses à la Pologne, mais la Pologne a apporté beaucoup de choses aussi à l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne était quand même un club où il y avait besoin de dynamisme, et que la Pologne est un pays qui l'a ramené également. Donc je trouve que l'idée de devoir remercier quoi que ce soit, ça devient un petit peu une étude à la Trump, qui n'est pas du tout ce que tu as voulu dire, parce que je te connais. Et justement, pour répondre à ce que vous demandiez, oui, bien sûr, ce qu'on voit avec ces, entre guillemets, ces populistes, que ce soit en Pologne, en Slovaquie ou autre, c'est vraiment une ligne où Orban, bien sûr, qui est très, très bon ami avec Donald, et c'est vraiment une lignée qui sont en train de suivre nous sommes là pour servir notre pays, nous ne voulons pas des élites qui est l'Europe, et bien sûr, déjà, il y a une amitié, presque une admiration entre le nouveau président polonais et le président américain, qu'il a vu, c'était au mois de mai, ou il y a quelques mois, qu'il était allé voir. Voilà, avec la photo. Ouais. Et donc, bien sûr que maintenant, comme le monde change, le monde des relations internationales change, c'est vrai que les présidents qu'on voit aujourd'hui ont de jolis sourires, mais les politiques sont à débattre. Mais, Richard Verly, il faut aussi entendre ce message des électeurs. Il y a 2 ans à peine, ils votaient pour un parti totalement opposé à ce président-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne faut pas non plus prêter à une élection présidentielle plus de... comment dirais-je ? C'est aussi un combat entre 2 hommes, un combat politique. Et là, en l'occurrence, le candidat, disons, pro-européen, Rafał Trzaskowski, qui avait déjà été candidat une fois précédente, peut-être n'était-ce pas le bon choix. Là, je me tourne vers Anna. Peut-être aurait-il fallu trouver quelqu'un d'autre. Encore une fois, il y a l'usure du camp pro-européen, mais ne faisons pas de la Pologne maintenant un pays complètement anti-européen, parce que ce n'est pas le cas. Tous les sondages Eurobaromètre confirment que les Polonais restent très pro-européens. C'est un paradoxe. Anna, rapidement. Le plus pro-européenne dans l'Union européenne. Donc c'est entre 75 et 85% des Polonais sont toujours pour rester aujourd'hui dans l'Union européenne. D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'euroscepticisme jusqu'à quitter l'Europe. Alors justement, vous parliez de combat d'hommes. Regardez le dessin de Patrick Chapat. Je crois qu'il a lu... voilà, il est en connexion directement avec vous. Regardez. C'est Donald Tusk à son bureau. Il était bien à son bureau, tranquille. Mais là, il va devoir faire face à une cohabitation musclée avec celui qui était quand même l'ex-boxeur. Oui, ex-boxeur, on ne l'a pas dit. Hein, il a ce passé de sportif sur les rings. Merci Patrick. On revient en France pour les unes de la presse hexagonale. 3 titres à l'unisson sur les feux de forêt qui ont ravagé l'Aude cette semaine. Le plus important feu sur le pourtour méditerranéen depuis au moins 50 ans. Et un bilan terrible, 1 mort, 17 000 hectares brûlés et 2500 pompiers mobilisés. On compte aussi des centaines de déplacés alors que le sud-ouest est frappé par une nouvelle vague de chaleur. Richard Verly, Jacques Chirac disait en 2002 que la maison brûle et qu'on regarde ailleurs. Là, la forêt brûle, on regarde, mais en vain. Trop tardivement ? Si l'on constate les répétitions de ces sinistres, rappelons-nous ce qui s'était passé en Gironde et dans les Landes il y a 2 ans, effectivement. Alors, dans le cas de Narbonne, enfin de la région de Narbonne, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même la problématique autour de l'arrachage des vignes. Il semble que quand même, il y ait un lien direct entre la fin d'une partie du vignoble, puisque la filière viticole, vous le savez, est extrêmement impactée économiquement parlant, et ces feux, parce que les zones qui auparavant étaient des vignes entretenues ne le sont plus, et elles sont donc propices aux incendies. Alors, il y a des avis un peu contradictoires, mais quand même, si c'est le cas, et ça semble être le cas, il va falloir se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces vignes qu'on arrache ? 358 000 hectares de forêt brûlés sur le territoire de l'Union européenne en 2025. C'est 35 fois Paris. Chez Goulsert, quand on voit ça, on se dit, dis donc, il y a du travail. Il va falloir que vraiment on prenne en considération avec le réchauffement climatique ces méga-feux, plus qu'auparavant. Surtout, il faut qu'on apprenne aussi à vivre autrement. C'est-à-dire que moi, je lisais des études qui disent qu'actuellement, que ce soit en Grèce, au Portugal, que vous avez en Californie, dont je suis originaire, ou même en Turquie. En Turquie aussi, oui, bien sûr. 9 feux sur 10 ont été... l'homme est à l'origine de ces feux, que ce soit avec, je ne sais pas, des
des bâtiments, des chantiers de BTP qui étaient là, que ça soit des fils électriques qui ont été délaissés, que ça soit aussi ce que tu disais un petit peu avec les vignes, mais aussi avec le temps des moissons, avec bien sûr les pétards, les feux d'artifice, malheureusement les mégots. Donc la responsabilité humaine. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on prenne vraiment conscience que notre part dans ces feux est malheureusement importante. Merci à vous. Alors comme chaque semaine, eh bien, on part chez nos très chers voisins européens. On reste en Europe et cette semaine, Marion, bien direction l'Espagne. On en parlait tout à l'heure, mais dans une épidémie d'un autre genre, très particulière. Une épidémie très étrange en effet. Elle démarre le 21 juillet. Elle touche d'abord une étoile montante du Parti populaire, la droite, donc la principale force d'opposition actuellement. La personne touchée s'appelle Noelia Núñez. Elle revendiquait il y a 7 mois encore un brillant diplôme. Estás en primera línea porque es licenciada en Derecho, Filología Inglesa, Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, es decir, que te has formado bien. ¿Te gusta estudiar? Me gusta estudiar. Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes en este país y bueno, pues ahí estamos. Mais il y a un peu moins de 3 semaines, révélation sur les réseaux sociaux, Noelia Núñez, la secrétaire générale adjointe du parti chargée du numérique, n'a jamais obtenu cette licence de droit et d'administration publique. 2 jours plus tard, sous la pression populaire, elle se voit forcée de démissionner. Reconozco que ha sido un fallo absoluto por mi parte, pero en ningún caso era mi intención. Et ces mensonges suivis d'un départ contraint, ils se multiplient ensuite en Espagne. Le 31 juillet, c'est au tour d'un fonctionnaire socialiste de Valence. Faux diplôme, démission. Idem le lendemain pour un élu local du parti d'extrême droite Vox. Démission également, ça fait 3 en 10 jours. Et l'épidémie ne s'arrête pas là puisque d'autres élus et dirigeants sont soupçonnés, notamment le président du Sénat. Alors chaque camp politique, évidemment, cherche de façon effrénée pour révéler les scandales, affaiblir l'adversaire. Et ces affaires, elles ne sont évidemment pas toutes de la même gravité, mais quand même, certaines déterminent toute une carrière et puis elles s'accompagnent parfois de népotisme aussi. Oui, alors ces révélations, elles ont enflammé, bien sûr, la presse espagnole. Et oui, elles ont choqué aussi la population qui avait déjà été échaudée par une autre série de scandales. C'était en 2018, on se rappelle qu'à l'époque, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez lui-même, avait dû s'excuser après avoir admis une forme de plagiat dans sa thèse. Le débat dans les journaux et dans l'opinion aujourd'hui, il se résume à cette question. Est-ce qu'un diplôme, au fond, c'est si indispensable que ça? Ce n'est pas évident pour Diana Morán, qui est ministre de la Science et de l'Innovation. Nosotros no pedimos títulos, lo que pedimos es hoja de servicios. A un político no lo hace el título académico, lo hace su currículum de trabajo. No me arrepiento de haber hecho presidente a José María Ángel y no voy a renunciar a él. Alors en clair, l'expérience et l'habileté, finalement, ça se passe de titre officiel. C'est ce que pensent cette ministre et certains de ses collègues. Mais pour d'autres, la probité compte plus que tout. C'est le cas d'Elma Saïz, qui est ministre, elle, de l'Inclusion et des Migrations. Cada uno, bueno, pues tiene que ver, cuando uno opta a un puesto de trabajo, bueno, pues el cumplir sus requisitos. Pero no hablamos esto no va de títulos, de tener títulos, sino que esto va de tener un compromiso firme y contundente con la verdad. Alors la présidente de l'ONG Plus Démocratia, elle réclame pour résoudre enfin ce problème que le plan anticorruption promis le mois dernier par le Premier ministre Pedro Sánchez intègre aussi une vérification du parcours des élus. Alors en France aussi, on avait eu ce genre d'affaires il y a quelques années, les socialistes Bruno Le Roux, Geneviève Fioraso qui avaient menti également sur leur diplôme. Est-ce qu'il faudrait, Aïcha Goulcert, vous qui êtes professeur, s'intéresser et réclamer des preuves des parcours universitaires de nos élus? Aux États-Unis, on vous demande votre diplôme universitaire quand vous, bien sûr, quand vous postulez pour un travail, généralement. En tout cas, ça m'est arrivé et je leur ai donné le vrai diplôme. mais ce qui est très important, c'est que oui, c'est vrai que le diplôme ne fait pas l'homme politique, qui était la définition, mais dire la vérité fait l'homme avec un grand H. C'est-à-dire que ces hommes politiques ou ces femmes sont supposés être d'une grande exemplarité et montrer ce que l'homme peut faire. Et en réalité, ils sont en train de passer
passé par le mensonge, que ce soit déjà les photos, les cas que vous avez mentionnés, c'était des gens du gouvernement de gauche, de droite, de centre, donc et quel que soit l'âge. Donc c'est vrai, c'est le mensonge, pas le fait de ne pas avoir de diplôme. Quoi. Et après, on s'étonne que les citoyens n'ont pas confiance ni dans l'éducation, ni dans les journalistes, ni dans les politiques. Dans les journalistes, oh là là, mon Dieu, que dites-vous? Patrick Chapat, et dans les dessinateurs, alors, ont-ils confiance? Non, mais c'est moche, cette histoire de politiciens qui mentent sur leur diplôme. Et franchement, si des politiciens, ce ne serait pas possible dans toutes les catégories. Regardez ce monsieur. Il admet qu'il n'avait pas son diplôme de matador. Le pauvre. Merci, Patrick. On va maintenant retrouver notre DRH, Olivier Boucreux, qui chaque samedi désigne son employé de la semaine. Cette semaine, le juge brésilien qui double exploit, ne lâche rien face à Bolsonaro et à Trump. Nous sommes tous des employés, rares sont ceux qui peuvent en un claquement de doigts coller un bracelet électronique à un ancien président et provoquer une crise diplomatique. Liberdade d'expressão não é consagração da desinformação. C'est qui Alexandre de Moraes, 56 ans, juge au tribunal suprême fédéral du Brésil, gardien autoproclamé de la démocratie. Ex-ministre de la Justice, homme de droite, devenu pilier de la résistance face à Bolsonaro, qui l'accuse d'avoir voulu renverser l'élection de 2022 et attiser les émeutes de janvier 2023 à Brasilia. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu déclino novamente. Humour peut-être, mais fermeté toujours. Résultat, bracelet électronique et assignation à résidence. Mais quand Bolsonaro vacille, son alter ego américain s'agite. Trump déclare la guerre commerciale et lance les pressions diplomatiques. Flashback années 70, Sao Paulo. Père avocat, parcours brillant à l'université, Alexandre devient juriste, prof de droit et même auteur d'un best-seller sur la Constitution. À l'époque, il a des cheveux. Signe particulier, son crâne rasé dès les années 2000, non par coquetterie mais par calcul, pour imposer une image froide et tranchante. Polémique. Le juge qui veut de l'ordre a lui-même un passé qui fait désordre, patrimoine immobilier colossal, connexion supposée avec la pègre et un cabinet d'avocats qui a défendu une société soupçonnée de lien avec le PCC, le plus gros cartel du pays. Une tâche sur un CV censé incarner l'état de droit. Se aprovado for, atuarei com absoluta independência, absoluta imparcialidade. Surnom Voldemort, il est signé Elon Musk, furieux d'avoir vu sa plateforme X bloquée au Brésil. C'est pas très gentil, mais il y a une certaine ressemblance. Passion Corinthians, Moraes est un fan absolu de ce club mythique de Sao Paulo, symbole de lutte populaire. Juillet 2025, dans les tribunes, il fait un doigt au public, indigne pour les uns, cri du cœur pour les autres, image virale pour tous. Et finalement, pourquoi lui? Parce qu'en 2025, les puissants ne gardent pas toujours les clés du pouvoir. Peut-être que justice et démocratie n'ont pas encore dit leur dernier mot. Merci Olivier. Anna Kowalska, on se disait là pendant le sujet qu'en fait il est courageux ce juge. Mais en même temps, est-ce que c'est son rôle de s'opposer à un ancien président? C'est son rôle en tant que juge. Je pense Est-ce qu'il ne fait pas de la politique plus que de la justice? Je pense qu'en effet, parce que si on regarde les accusations qui visent Jair Bolsonaro, il y a quand même une légère touche personnelle, parce que Jair Bolsonaro est accusé de préparer un complot pour invalider les élections, mais aussi assassiner notamment ce juge. Donc il y a sûrement une légère touche personnelle, mais je pense qu'il a montré, pas seulement pendant ce procès, qu'il est quand même défenseur de démocratie, avec la main forte, peut-être légèrement autoritaire de temps en temps, mais c'est sûrement le rôle qu'il essaye de jouer. On verra si un jour il fait de la politique. Qu'en pensez-vous, Patrick Chapat? Vous voulez dessiner, là, ce juge? Je ne sais pas si c'est le gentil, je ne sais pas s'il gagnerait le casting du gentil, mais il ressemble à ça. Hein. Et quand même, il se dresse contre les autocrates. Alors, ça vaut aux États-Unis. Les États-Unis ont imposé au Brésil une surtaxe de 50%, parce qu'il faut éviter que ça s'exporte. En effet, ils ont été sanctionnés en quelque sorte par des droits de douane. Merci, Patrick. Marion, la France et l'Algérie, c'est notre deuxième actualité ce soir, s'enfoncent dans une brouille de plus en plus dure. Oui, les relations sont extrêmement tendues. Hein. On le sait depuis un peu plus d'un an, et le soutien apporté par Paris à un plan d'autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine et non algérienne. Et mercredi, le président de la République français a écrit au gouvernement: dans sa relation avec l'Algérie, la France
doit être forte et se faire respecter, dit la lettre d'Emmanuel Macron. Resserrer encore les conditions d'immigration, notamment une position dure dénoncée dès le lendemain par Alger, qui applique les mêmes mesures de suspension de visa et annonce la fin des prêts gratuits de bâtiments algériens à la France. Alors Richard Verly, pourquoi est-ce que ces propos d'Emmanuel Macron sont un véritable tournant ? Mais parce que la France se heurte à un mur, depuis mur en ce qui concerne la détention de Boualem Sansal, qui a été jugé, je dirais, contre toutes les normes juridiques internationales. Il est traîné dans la boue, Boualem Sansal, il se retrouve en détention, absolument. Et puis d'autre part, l'Algérie ne respecte pas ses obligations en ce qui concerne le fait d'accepter les délinquants algériens, les personnes qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, qui devrait normalement être acceptée par l'Algérie. Donc il a bien fait de durcir le ton. Je pense qu'il n'avait pas le choix. Sur son ministère de l'Intérieur. Non, je pense qu'il n'avait pas le choix. Je ne dis pas qu'il a bien fait parce qu'à mon avis, même en faisant cela, le rapport de force reste dans les mains de l'Algérie. Ah oui. L'Algérie a le levier sur ce terrain-là de la confrontation pour une raison simple, c'est qu'avec le poids de la communauté algérienne en France, la très fine connaissance par le gouvernement algérien des rouages français, et enfin, dernière chose, ce gouvernement algérien, lui, ne doit répondre à aucun critère démocratique, donc bien évidemment, c'est plus facile de résister dans ces conditions. Et chez Goulcert, il n'avait pas le choix, Emmanuel Macron? Il n'avait pas le choix, mais il avait le choix dans sa technique, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé que cette lettre ouverte, fuité, donné au Figaro en un sens, qui a été écrit à François Bayrou, qui disait en un sens, qui montre qu'il est en train de suivre la lignée de M. Bruno Retailleau. C'est un peu dire à son Premier ministre, tu n'es pas le castor le plus utile du barrage, en un sens. C'est-à-dire que c'est moi, je suis là encore, et c'est moi qui fais les lois. Ensuite, l'Algérie, le problème avec l'Algérie, bien sûr, c'est que ce n'est pas le pays le plus démocratique non plus. Mais il ne faut pas oublier que les liens entre l'Algérie et la France n'ont jamais été aussi mauvaises dans le tournant dont on est en train de parler. Et que moi, j'ai tendance à penser que ça passe quand même par la diplomatie que par faire œil pour œil, visa pour visa, afin d'essayer de récupérer, j'utilise ce mot, un grand écrivain comme Boualem Sansal ou bien un journaliste français qui a été qui est emprisonné pour 7 ans. Récupération, vous diriez, Anna Kowalska aussi, chez vous, elle a des mots forts quand même. Elle dit c'est politique en fait quelque part. On fait de la politique intérieure. Je pense que c'est les deux. Je pense qu'en effet, malgré plusieurs malentendus de Paris vis-à-vis Alger, rien n'a changé. Donc Emmanuel Macron avait plus le choix, même s'il ne faut pas oublier que c'est un des rares hommes politiques de la planète qui essaye de parler avec tout le monde. Il a parlé avec Vladimir Poutine, président chinois. Il a essayé, échoué. En effet, je pense qu'il y a quand même ici une légère tension au gouvernement politique, un jeu électoral pour Bruno Retailleau. Donc Emmanuel Macron voulait aussi jouer dans ce sens. Mais Richard Verly, c'est vrai qu'il y avait ces deux lignes. Il y avait la politique de la main tendue qui était pratiquée par Emmanuel Macron et par Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Et puis il y avait cette ligne dure de Bruno Retailleau. Donc là, clairement, le président de la République, il se range derrière la ligne dure. On peut en rajouter une troisième qu'Emmanuel Macron a essayée, c'est la ligne secrète. Puisque le chef, à un moment donné, le chef du service de renseignement français est allé à Alger, et là on peut imaginer qu'avec ses homologues algériens, il a discuté de choses qui ne sont pas publiques pour essayer de résoudre cette crise. Je crois que effectivement les 3 voies ont échoué, mais c'est assez normal qu'elles échouent. Le cas de Boualem Sansal, vu d'ici, il est inacceptable, mais pour le gouvernement algérien, dans la position où il est devenu emblématique. C'est-à-dire que relâcher, amnistier Boualem Sansal serait aujourd'hui politiquement compliqué à vendre pour le gouvernement algérien, qui s'est aussi, d'une certaine manière, mis dans une impasse avec cette incarcération à tout point de vue abusive. Et Marion, en effet, il y a des pays qui en profitent de cette brouille franco-algérienne. Et notamment l'Italie de Giorgia Meloni, la première ministre d'extrême droite, qui affichait notamment le 23 juillet dernier sa bonne entente avec le président algérien Tebboune dans le cadre du forum économique Italie-Algérie. Sapete che l'Italia ambisce a diventare un hub di approvvigionamento energetico nel Mediterraneo, quindi una porta d'ingresso tra l'energia che viene prodotta in Africa e quella che è necessaria in Europa, e ovviamente un obiettivo che senza la collaborazione, la cooperazione, il prezioso sostegno dell'Algeria non potremmo riuscire a centrare.
Là, clairement, on le voit, il n'y a pas de solidarité européenne, malgré les cas de ces deux Français emprisonnés dont on parlait, Christophe Glaise et Boualem Sansal. Anna Kowalska, ça vous choque que les pays partent aussi, les pays européens, aient des positions aussi différentes, qu'il n'y ait pas de solidarité européenne envers la France ? Je pense qu'on voit que dans l'Union européenne, depuis quelques temps, il y a quand même beaucoup de divisions et tout le monde joue vers leur propre but. Effectivement, ce qui est intéressant de voir comment les autres vont suivre. Emmanuel Macron a écrit dans ce lettre qu'il espère de convaincre d'autres partenaires Schengen de suivre ces mesures. C'est presque clair que l'Italie ne va pas les suivre, alors qu'en effet, Giorgia Meloni, ça pourrait être la seule médiatrice, je pense, dans ces conflits. Oui. Je voudrais juste vous montrer quand même Kamel Daoud, qu'on connaît, grand romancier algérien, prix Goncourt, qui dit dans Le Point, il dénonce la stratégie post-coloniale et affairiste de Giorgia Meloni. Cette chronique de Kamel Daoud est extraordinaire, c'est-à-dire que je l'ai lu dans Le Point où il disait en un sens, Meloni est en train de dire la France, bien sûr que c'est un pays colonial et son passé mémoriel avec l'Algérie, tandis que l'Italie, il ne faut pas oublier que a colonisé aussi d'autres pays comme la Libye, l'Érythrée, etc. Mais ce que je trouve aussi dans l'idée du profit, et c'est ça, pas choquant, mais je trouve ça très dommage de la part de l'Italie de ne pas être dans la solidarité, surtout avec les valeurs européennes, il ne faut pas oublier que 40% quand même des besoins de l'Italie en hydrocarbures, en gaz, sont dépendants. Sont pris à l'Algérie. Donc c'est vrai qu'il y a là, le gaz naturel paye plus que la liberté d'expression, malheureusement. Ça pose quand même une question, c'est est-ce que la France a encore le moyen de faire seule des bras de fer et ce genre de bras de fer? Parce que Emmanuel Macron aurait sans doute été mieux avisé dès le début de se concerter avec Giorgia Meloni, ce qu'il n'a pas fait. Merci à tous les trois. Un dessin, Patrick Chapat, s'il vous plaît, pour illustrer cette actualité. Cette réconciliation Algérie-France, on a l'impression que Macron y a cru, la main tendue de Tebboune, mais il s'est avéré que c'était un mirage. Regardez, c'est un mirage sahélien. Ah oui, il a très chaud, cette oasis. Merci beaucoup, Patrick. C'est le moment de la télé des autres, Reza, avec vous. Et cette semaine, c'est une vidéo TikTok russe qui a retenu votre attention. Cette semaine, j'ai regardé cette vidéo justement sur Sochi 24, une chaîne d'information au grand public en Russie, et j'ai vu un drôle de sujet qu'on pourrait résumer ainsi. Vidéo TikTok enflammée, amende salée. В Сочи задержали блогеров, снявших видео на фоне горящей нефтебазы в Адлерском районе. Ими оказались трое приезжих из Нижнего Тагила. Alors, il s'agit de deux jeunes influenceuses russes, Christina et Karina, âgées de 19 et 20 ans, qui ont posté une courte vidéo sur TikTok. On les y voit danser, rouler en scooter, avec en arrière-plan un dépôt de carburant en feu. La scène se passe à Adler, au bord de la mer Noire. Le dépôt venait tout juste d'être attaqué par des drones ukrainiens. Et là, tout bascule. La vidéo devient virale. Le feu visible derrière les filles, la musique un peu trop légère et surtout le contexte. En Russie, dans un pays officiellement en guerre, poster ce genre de contenu peut coûter très cher. Les deux jeunes femmes sont arrêtées dans les 48 heures. Dans les JT russes, on les voit présentées au tribunal, tête baissée, pétrifiées. Elles écopent d'une amende de 30 000 roubles, l'équivalent de 325 €, qui représente à peu près un mois de salaire local. Mais ce n'est pas tout. Les aveux sont filmés par la police et partagés par leurs soins. Et ces aveux, c'est presque du théâtre. 3 августа снимала видео в социальную сеть TikTok со своими друзьями. Кому пересылали видео? Присылали видео на работу. В состоянии алкогольного опьянения находились? Да. Цель какая была? Просто показать возгорание большое. В содеянном раскаиваетесь? Да, раскаиваюсь. Вину свою признаете? Признаем. Oui, la mise en scène de faux aveux, Reza. Exactement. En Russie, la communication policière s'invite dans le storytelling numérique. Et ce qui frappe ici, c'est le ton très paternaliste des JT. Elles sont jeunes, influençables, irresponsables, mais elles ont bien compris la leçon. Sur une autre chaîne, Ren TV, on parle de performances alcoolisées qui auraient coûté très cher. On les décrit comme des gamines naïves venues à Adler pour chercher du travail, qui ont manqué de respect à la patrie. Bref, la boulette de deux jeunes femmes qui devient un exemple d'une jeunesse qu'il faut recadrer. Mais à y regarder de plus près, ce cas illustre un glissement plus large, celui d'une Russie où la censure s'infiltre dans tous les domaines du numérique. Depuis fin juillet, une nouvelle loi rend passible d'amende le simple fait de rechercher sur Internet des contenus jugés extrémistes.
Et filmer un feu derrière soi, même sans commentaire, peut désormais être assimilé à une atteinte à la sécurité nationale. On peut parler même d'un nouveau virage autoritaire en Russie à ce point? Un virage totalement assumé. Dans un article du journal russe Expert, un représentant officiel déclare, je cite, « La guerre fait également rage dans le monde de la formation. Par conséquent, je pense que ce régime de censure est désormais justifié. » C'est dit, la Russie de 2025 est entrée dans une ère de censure 2.0 où TikTok, Telegram, Instagram, WhatsApp peuvent vous envoyer devant un juge. Et ce qui frappe encore une fois, c'est que cette censure se fait dans un langage moderne, en reprenant les codes de l'influence, vidéo verticale, confession face caméra, musique en fond et hashtag. Alors Anna Kowalska, j'avais une question pour vous. Ce mélange entre culture TikTok et censure policière, est-ce une forme inédite de contrôle? Et est-ce qu'il reste un espace de libre expression sur les réseaux sociaux russes? Non, à mon avis, non. Ça n'a toujours pas été le cas. Et c'est encore pire depuis le début, en effet, de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, les manifestations, l'expression de paroles sont vraiment limitées en Russie. On parle de centaines de gens, pas que des journalistes, qui sont en prison à cause de ça. Et les Russes aujourd'hui poursuivent, on a vu un exemple presque ridicule, mais les fake news, tout ce qui critique le régime sur les réseaux. Donc je pense que la bataille va être très longue. Je regardais sur une super chaîne Arte l'autre soir un film iranien, Les graines du figuier sauvage. Oui. Et cette histoire me fait penser beaucoup à ça. C'est-à-dire que ce soit le régime russe, turc, iranien, chinois, qui essaye un peu de museler, vous avez utilisé une très belle phrase qui est très triste, mais recadrer la jeunesse. Le monde aujourd'hui est tellement connecté et le numérique avec ses jeunesses est tellement partout que même s'ils essayent de museler, il y a un VPN, il y a une autre façon de faire passer, que ce soit femme, vie, liberté, que ce soit le fait que c'est une guerre, etc. Mais bien sûr, le prix à payer est malheureusement très fort. Merci, Ayşegül. Patrick Chapat, une illustration avec vos feutres numériques. Et moi, je pense que l'erreur de ces deux jeunes filles, là, ces deux jeunes TikTokeuses, c'est qu'elles n'ont tout simplement pas utilisé un filtre de beauté. Vous savez, les filtres TikTok, ça c'est avant, et puis avec le filtre, ça aurait donné ça. Poutine sur un drapeau. Merci, Patrick. Accueillons maintenant notre invité du samedi, Jean-Noël Escoffier. Installez-vous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes directeur conseil dans le digital, mais ce soir, ce n'est pas le geek qu'on reçoit, mais l'homme sandwich, si je puis dire. Vous avez fait un tour du monde de ces repas sur le pouce pour en tirer un livre de 150 recettes en 300 pages et c'est très alléchant. Alors, vous n'êtes pas encore à votre coup d'essai, vous aviez fait un livre sur les boulettes auparavant, mais là, quand on voit ce livre, on se dit, Cocorico, je pensais qu'avec nous, qui avions le monopole du sandwich, du fameux jambon beurre, mais en fait, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on trouve dans le monde entier. Non, exactement. Il y a beaucoup de sandwichs. C'était pas d'ailleurs exhaustif. J'en ai recensé à peu près 400. Il y en a une centaine de recettes ici. Il y a également des recettes de sauce et de pain pour pouvoir les faire. Mais oui, c'est quelque chose qui est répandu de partout. Comme les boulettes, en fait, on en trouve dans chaque région du monde. Et en fait, voilà, il y a des recettes très variées. Et d'où vient le terme sandwich? Alors, vous le dites, alors, franchement, je l'ignorais totalement. C'est vrai. Alors, ça date de 1762. En fait, il y a le comte de Sandwich, qui était ministre de la Marine, mais qui était également un joueur invétéré et qui voulait pouvoir jouer à sa table de jeu sans avoir à s'interrompre. Et du coup, il a demandé à quelqu'un de lui préparer une collation. Et la personne a amené du coup du pain avec des protéines, enfin du bœuf ou du porc à l'intérieur. Et on ne dit pas ce qu'il a mieux joué après, mais dans tous les cas, ça va peut-être aider. Non, pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Et en fait, il fréquentait assidûment les clubs. C'était un personnage éminent. Et les personnes dans les clubs ont commencé à demander la même chose que sandwich, et c'est devenu un sandwich. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'avant même l'existence de ce mot sandwich, le premier sandwich, il date d'il y a très longtemps. C'était dans la Bible, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Oui, il y a le sandwich qu'on appelle le sandwich de Hillel. Alors, c'est un sandwich un peu particulier parce que c'est un sandwich surtout symbolique. En fait, c'est quelque chose qu'on mange pendant le repas du Seder. La Pâque juive. Pendant la Pâque juive. Et en fait, voilà, c'est un sandwich avec du pain azim, des herbes amères et puis du harosset, qui est une sorte de chutney de fruits. Et son but, on en mange un tout petit peu, en fait, c'est avant de démarrer le repas. Et c'est surtout pour représenter le passage, je dirais, de l'esclavage jusqu'à la liberté, puisque voilà, c'était l'exode et la fuite de l'Égypte. Vous consacrez dans votre ouvrage des pages
à des sandwichs emblématiques dans leur pays, parfois objets de controverses, de légendes. À quel moment un sandwich devient politique ? À quel moment un sandwich devient politique ? Je ne sais pas, il n'est pas... Un sandwich, ça n'a pas vocation à devenir politique. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on se penche sur les sandwichs américains aujourd'hui, on voit que la plupart des sandwichs américains ont été amenés par des migrants, en particulier européens. Beaucoup, le hot dog, c'est un Allemand. Enfin, je veux dire, c'était vraiment la première génération qui est arrivée sur place et qui, pour se nourrir, en fait, a fait avec de briques et de broc, en fait, des plats. Et qui fait partie du soft power maintenant. Et ça fait partie, ouais, tout à fait. De l'influence. Et ça fait partie vraiment même de l'identité de l'Amérique. Alors, Jean-Noël Escoffier, parmi vos sandwichs fétiches, j'allais dire, il y a le pambagna. Alors écoutez, on a fait... Alors, moi, je le mets à l'honneur aussi parce qu'il vient de ma région. Hein. J'adore ça. Alors, expliquez-nous pourquoi celui-ci est authentique. C'est très compliqué de trouver un vrai pambagna. Oui, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pambagna et de quoi c'est constitué? Ça veut dire pain mouillé. Ouais. Il y a d'ailleurs depuis... c'était surtout le mois dernier, il y a Christian Estrosi qui est beaucoup interviewé dans les médias. Ouais. Maire de Nice, pour dire qu'il voulait une IGP pour le pambagna parce qu'on a trouvé... Donc une appellation contrôlée. Exactement. Hein, ouais. Et en fait, parce qu'on trouve... dans les pambagnas, un peu tout et n'importe quoi. On trouve également de la mayonnaise. Ah oui, non mais ça c'est horrible. Mais dans tellement de boulangeries parisiennes, on met de la mayonnaise dans le pambagna. Voilà. C'est une hérésie. Exactement. Ouais. Et non, donc c'est de l'huile d'olive en fait. Le pambagna, c'était un sandwich qu'emportaient les marins en fait quand ils partaient en mer. Et du coup, ils préparaient ça avec une sorte de miche de pain rassis qui enduisait de tomates. En fait, c'est vraiment la tomate et on frotte d'ail qui mouille le pain. Qui mouille le pain. Le pain mouillé. Bon, promis, on le partagera après l'émission. Hein, il est très alléchant, vraiment. Il est bien fait, hein, vous avez vu toutes ces belles couches. Les ingrédients. Je vous le confirme parce que je m'y connais pour le coup en pambagna. Alors, vous racontez aussi plein d'anecdotes autour des sandwichs, notamment sur celui qui aurait causé la mort d'Elvis. C'est quoi, un sandwich au beurre de cacahuètes? Oui, on raconte... donc, il y a aux États-Unis beaucoup de sandwichs. C'est vraiment là-bas qu'on trouve... ils ont donné les lettres de noblesse aux sandwichs, même s'il y en a dans le monde entier. Hein. Mais il y a un sandwich qui est le peanut butter and jelly, donc, que mangent les enfants scolarisés dans les écoles. C'est hyper nourrissant. Voilà, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Elle le connaît à Echegoul, hein, ce sandwich. Ouais. Et en fait, on raconte que Elvis est allé... dans le Colorado, il a pris un avion spécifique parce qu'il y avait des gardes du corps qui discutaient d'un sandwich qu'ils mangeaient quand ils étaient dans le Colorado. Il a voulu connaître ça, il les a mis dans l'avion, ils sont partis dans le Colorado. Et donc, c'est un peanut butter and jelly and bacon. Et c'est un sandwich qui doit faire à peu près 4000 calories. Il y a vraiment un pot de peanut butter. Ah oui. Et du beurre de cacahuète, de la confiture, enfin de la gelée. Ah oui, et du bacon. Ah, et ça et du bacon. Et voilà, et il y avait un journaliste qui, à un moment, a dit que voilà, mais ça aurait été tué Elvis. Ouais. Mais vous avez tous goûté très rapidement ces sandwichs ou pas? Oui. Tous. Je les ai tous faits et ils ont été doublement faits parce que Rina Noura, qui a fait les photos, très belles photos du livre, les a fait également de son côté. Elle a une mini-question. C'est pas une question politique, mais c'est une question existentielle. Oui. Le doner kebab qui a commencé quand même à Berlin, en réalité, elle vient d'où? En fait, alors, vous avez 5 secondes pour répondre. C'est quand même politique. La base du kebab, c'est-à-dire la viande grillée sur une broche verticale, vient de Turquie. Mais c'est vrai que la mise en sandwich, elle vient de la communauté turque qui est installée à Berlin. Et voilà. Et il y a plusieurs familles qui se disputent le titre. Mais vous voulez réconcilier quelque part dans un sandwich. Merci Jean-Noël Escoffier. Donc, c'est chez Flammarion. Vraiment, c'est formidable, c'est très alléchant. Et voilà, vous avez maintenant la vraie recette du pambagna. Et ça a inspiré, bien sûr, un dessin à Patrick Chapat. Oui, alors je m'excuse pour l'invité, mais vous n'avez pas répondu juste. Parce qu'à la question « Quel est le meilleur sandwich ?» Dans une émission comme celle-ci, il n'y a qu'une seule réponse. Ah, voilà la bonne réponse. Merci de rétablir la vérité, Patrick Chapat. Merci à vous. C'est l'heure de notre ami David Castello-Lopez et ses questions forcément intéressantes. Et cette semaine, que faire si vous tombez dans l'eau avec votre voiture? Que faire si vous tombez dans l'eau avec votre voiture? Ben oui, c'est embêtant. Chaque année, des milliers de voitures tombent dans l'eau.
et des centaines de personnes décèdent, faute souvent d'avoir réussi à en sortir. Pourtant, avec des bons réflexes, il est possible d'augmenter ses chances de survie. Comment? Eh bien, nous allons voir. Intéressant. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une voiture qui tombe dans l'eau commence par flotter un petit peu. Elle ne coule que progressivement et c'est pendant ce laps de temps, entre la chute et l'immersion, qu'il faut agir. Vous disposez d'à peu près 1 minute et il y a plusieurs règles à suivre. D'abord, il ne faut pas essayer de sortir par les portes, car si l'eau recouvre le bas d'une porte de voiture jusqu'à la base de la fenêtre, elle exercera sur elle plus de 200 kg de pression, et vous n'arriverez donc pas à l'ouvrir. Non, il faut appliquer ce que les Américains appellent la méthode SWO, pour Seatbelt Window Out. En français, ceinture, fenêtre, dehors. D'abord donc, enlevez la ceinture de sécurité, puis ouvrez la fenêtre. Normalement, le système électrique qui permet de l'actionner ne s'éteint pas immédiatement, et vous pourrez donc utiliser les boutons habituels. Mais peut-être qu'il ne fonctionne plus. Dans ce cas-là, vous avez 2 solutions. 1. Si vous êtes une personne qui prévoit les choses à l'avance, vous devez avoir à disposition un petit marteau brise-glace. C'est le moment de l'utiliser. 2. Si vous n'avez pas de marteau brise-glace, la solution la plus prometteuse est de décrocher un appuie-tête et d'essayer de casser la fenêtre avec les tiges en métal qui en dépassent. Bon, si vous n'y arrivez toujours pas, j'avoue que cela sent un petit peu le roussi. Vous pouvez alors abandonner et faire calmement le bilan de votre existence, mais si vous avez un tempérament optimiste, il vous reste une solution, attendre que la voiture soit complètement submergée. Car lorsque ce sera le cas, la pression entre l'intérieur et l'extérieur sera équilibrée et vous pourrez alors ouvrir la porte assez facilement. Reste qu'il vous faudra peut-être retenir votre respiration pendant un petit moment. Je vous conseille donc de travailler votre apnée dès à présent. Intéressant. On y pensera, cher David. Enfin, on espère. Merci à vous. Rebonsoir, Alix. Bonsoir, Benjamin. Et pour terminer cette émission, on va méditer avec vous. Et ce soir, vous vous demandez si crier, c'est la santé. Tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez crié? Pas un petit cri quand on voit passer une araignée dans notre salon, un vrai cri qui mobilise nos poumons, un cri vraiment profond comme les personnages dans Scream quand ils voient arriver l'horrible Ghostface. Personnellement, c'était il y a longtemps. Et je ne suis pas la seule. À Chicago, des centaines de personnes ressentent visiblement un manque de cris dans leur vie, au point qu'ils participent depuis la mi-juin à un Scream Club. Donc, tous les dimanches soirs, ils se placent en randonnion face au lac Michigan. À ce moment-là, ils écrivent les raisons de leur frustration sur un petit bout de papier biodégradable. Ils prennent tous une grande inspiration, ils lancent le bout de papier dans le lac et là, tout son cœur... Ah oui, à l'unisson. Ils hurlent à l'unisson et ensuite ils s'applaudissent parce qu'ils sont américains. Derrière eux, un homme, vous l'avez peut-être vu, les guide avec un mégaphone, c'est Emmanuel Hernandez, l'homme donc qui a fondé ce collectif, qui a déjà quand même recensé plusieurs centaines de personnes un dimanche récemment. En fait, il raconte que ça s'est passé au début de l'été, il avait passé une mauvaise semaine, donc il a proposé à sa compagne d'aller crier un coup comme ça devant le lac. En chemin, ils ont croisé une inconnue, ils l'ont recrutée, et après quelques cris, eh bien, le Scream Club Chicago était né, et il n'est pas né au mauvais endroit, il est né même plutôt au bon endroit, puisqu'aujourd'hui aux États-Unis, un Américain sur 6 dit qu'il est stressé tous les jours, et le taux de troubles anxieux et de dépression a bondi depuis la pandémie chez les jeunes. Résultat, le club a aujourd'hui son compte Instagram, ses followers, ses fans, ses t-shirts floqués, $35 le t-shirt, business is business, et cette devise, crier avec style, screaming style. Mais est-ce que ça marche, Alix? Dites-nous. Ça fait du bien ou pas? Eh ben, je sens que vous êtes intéressé. Vous voulez aller sur les bords de Seine? Alors, question qui fâche Benjamin. Depuis longtemps, évidemment, les membres du club qui sont interviewés en ce moment disent que oui, ça marche, qu'ils se sentent très bien après avoir crié. Mais dans les années 70, il y a un mouvement similaire qui avait vu le jour, qui avait été créé par un psychologue américain, Arthur Janov. Ça s'appelait la thérapie primale et ça promettait de soigner la dépression, l'anxiété, l'alcoolisme, les maux de ventre, des tas de choses. Tout ça donc en réveillant les émotions enfouies chez les patients et en passant par le cri. Et donc, il y avait John Lennon qui s'y était essayé, Yoko Ono, sa compagne, et finalement, c'est pas si étonnant quand on connaît la musique de Yoko Ono. Puis, c'est pareil que la méthode Coué en France, il y a eu donc un grand succès, et puis finalement, cette théorie a été décriée, qualifiée largement de pseudoscience, et aujourd'hui encore, les scientifiques ne sont pas d'accord. Il y a les médecins qui disent que oui, le cri permet de libérer de l'adrénaline dans notre corps, de diminuer notre stress. Et puis, il y en a d'autres, comme par exemple la chercheuse Sophie Kiervik
à l'Université d'État de l'Ohio, qui dit ceci. En fait, c'est l'inverse. Le fait de se défouler quand on est en colère, ça alimente notre propre colère. Y croire. Ce dont on est sûr, en tout cas, c'est que ce désir d'expression cathartique, il existe, et qu'au-delà de nos crieurs du dimanche à Chicago, en France, il y a aussi les rage rooms, ces salles où on peut tout démolir en criant, qui ont fleuri ces dernières années, de quoi conforter l'idée de certains sociologues selon laquelle, en fait, on manquerait de lieux pour pouvoir exprimer pleinement nos émotions, et je parle de lieux physiques, parce que des lieux virtuels, il y en a quelques-uns où on peut s'exprimer, je pense. Quant au club de cri de Chicago, eh bien, quelle que soit son utilité, il va peut-être créer des vocations, des chanteurs de heavy metal, par exemple. Oui. Pas moi, mais bon, on verra bien. Enfin, pour crier, on ne va pas crier tout de suite parce qu'on ne veut pas briser vos oreilles. Vous voulez crier, Marie? Merci, Alix. Et bien sûr, un dessin de Patrick. Alors moi, je comprends très bien le besoin des Américains de crier, parce que quand vous êtes confronté à ça, le jour et la nuit, toute la journée, la seule réaction saine... Ah oui, quel bel hommage. Quel bel hommage à Munch. Merci beaucoup, Patrick Chapat. Merci, mes amis, d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci aux équipes qui préparent et réalisent cette émission. Et lundi à 20h05, vous retrouvez l'ami de l'été, Jean-Mathieu Pernin, bien sûr. On se quitte en musique avec une liste de courses signée Nino Ferrer, idéale pour créer vos prochains sandwichs, les cornichons. À la semaine prochaine. Tchuss. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, de tisonnier.